Elle était seule, glacée, et tentait de construire un abri avec des brindilles pourries et de la boue au milieu d'un blizzard. C'était une paria, une renégate, avec pour seul bien les vêtements qu'elle portait et un secret qui lui avait valu l'exil. Bien plus haut, sur la crête, le roi Alpha le plus redouté du continent observait sa lutte. Tout le monde s'attendait à ce qu'il déchiquette l'intruse. Au lieu de cela, le lendemain matin, le sol trembla, non pas sous le poids d'une attaque, mais sous le bruit sourd de lourdes bûches de cèdre de première qualité. Le roi Alpha n'apporta pas seulement du bois, il amena toute sa meute pour lui construire une maison. Mais pourquoi un roi servirait-il une renégate ? La réponse se trouve dans les cicatrices sur ses mains et l'odeur qu'elle tentait de dissimuler. C'est l'histoire de comment quelques branches cassées ont changé le destin du monde des loups. Le vent dans le territoire du Nord ne se contentait pas de souffler, il mordait, il transperçait les couches de tissu bon marché et rongeait jusqu'à l'os. Pour Lyra, c'était comme un jugement personnel de la déesse de la lune elle-même. Lyra glissa une main gelée dans sa poche, en sortant une cordelette de récupération qu'elle avait trouvée près d'un ancien site de trappeurs 2 jours auparavant. Elle était effilochée, faible et sentait le moisi, mais c'était tout ce qu'elle avait. Devant elle se tenait le squelette pathétique de ce qu'elle espérait voir devenir un abri. C'était à peine une structure, juste un assemblage de branches de pin tombées, de brindilles de bouleaux cassantes et de boue qui gelaient rapidement en mottes inutiles. « Tiens bon », murmura-t-elle, sa voix rauque à cause de la déshydratation. « Juste, tiens bon, s'il te plaît. » Elle enroula la ficelle autour de la jonction de 3 branches, ses doigts se déplaçant avec un rythme exercé et désespéré. Lyra n'était pas une louve quelconque jetée dans la nature. Autrefois, dans la meute de Silver Creek, elle avait été la fille du maître charpentier. Elle connaissait les murs porteurs, elle connaissait l'isolation, et elle connaissait la menuiserie. Mais la connaissance était inutile sans matériaux. On ne peut pas construire une forteresse avec du petit bois. Une rafale de vent, plus forte que la précédente, rugit dans la vallée. La frêle structure gémit. Avec un claquement sinistre, la branche de soutien principale, un morceau de bois mort qu'elle avait traîné sur 3 kilomètres, céda. L'appentis tout entier s'effondra, ensevelissant sa maigre provision de baies séchées et son unique couverture dans la neige. Lyra contempla les ruines. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle était trop épuisée pour cela. Elle tomba simplement à genoux et commença à creuser dans la neige pour retrouver sa couverture. 2 jours, marmonna-t-elle à la forêt vide. J'ai 2 jours avant que le véritable hiver ne s'installe. Si je ne suis pas à l'abri d'ici là, je suis morte. Elle avait été exilée il y a 3 semaines. Non pas pour un crime qu'elle avait commis, mais pour un crime qu'elle avait refusé de commettre. L'alpha de Silver Creek, un homme cruel nommé Victor, avait exigé qu'elle épouse son fils pour fusionner leur lignée. Victor croyait que la famille de Lyra portait le gène de la vraie vue, une ancienne capacité de loup à sentir les faiblesses structurelles des fortifications. Il voulait la faire se reproduire comme du bétail pour construire des machines de guerre. Quand elle refusa, Victor la marqua comme une renégate. « Cours, petite bâtisseuse !» avait ri Victor alors que ses hommes de main la traînaient jusqu'à la frontière. « Voyons combien de temps tu tiens sans un toit sur la tête. » Elle était en train de lui donner raison. Elle était en train d'échouer. Lyra s'essuya le nez avec sa manche et se releva sur des jambes tremblantes. Elle regarda autour de la clairière. Techniquement, elle était sur une propriété privée. Ce territoire appartenait à la meute de l'ombre d'obsidienne. Leur alpha, Kieran, était un mythe. Un homme que l'on disait plus loup qu'humain. Un roi parmi les alphas qui régnait sur tout le cadran nord. On disait qu'il tuait les renégats pour le sport. On disait qu'il ne tolérait aucune faiblesse sur ces terres. Qu'ils viennent, pensa Lyra, saisissant une branche déchiquetée et essayant de la casser à la bonne taille. Au moins, s'il me tue, j'aurai chaud quelques secondes avant de mourir. Elle se pencha, essayant de coincer la branche dans la terre gelée. Ses mains étaient à vif, couvertes d'ampoules qui avaient éclaté et gelé. Elle poussa de toutes ses forces restantes. Crac! Le bois se brisa dans sa main, enfonçant une longue écharde profondément dans sa paume. La douleur était vive et brûlante. Lyra haleta, serrant sa main contre sa poitrine. Elle leva les yeux vers le ciel gris, retenant des larmes de frustration, et c'est alors qu'elle le sentit. Le poids d'un regard, lourd, primal. Lyra se figea. Lentement, elle tourna la tête vers la crête rocheuse qui surplombait la vallée. Là, se découpant sur la lumière mourante du soleil de l'après-midi, se tenait un loup. Mais l'appeler un loup semblait une insulte à sa taille. Il était massif, sa fourrure de la couleur de minuit, absorbant la lumière autour de lui. Il se tenait immobile, comme une statue taillée dans la roche volcanique. Ses yeux brillaient d'un or perçant, traversant la distance, fixés directement sur elle.
C'était lui, le roi. Le cœur de Lyra martelait ses côtes comme un oiseau pris au piège. Elle savait qu'elle devrait s'incliner, courir ou présenter sa gorge en signe de soumission. C'était la loi de la nature. Mais elle était fatiguée. Elle était si incroyablement fatiguée de s'incliner devant des hommes qui voulaient l'utiliser ou la tuer. Elle soutint le regard du loup géant. Elle leva sa main ensanglantée, enroula le tissu déchiré de sa manche autour de l'écharde et lui tourna le dos. Elle attrapa une autre branche. Si elle devait mourir, elle mourrait en travaillant. Elle mourrait en construisant quelque chose, même si ce n'était qu'un tas de débris. Haut sur la crête, l'énorme loup noir ne bougea pas. Il la regarda lutter avec le bois gelé. Il la regarda tomber, se relever et tomber encore. Il regarda jusqu'à ce que le soleil plonge sous l'horizon et que l'obscurité engloutisse la vallée. Ce n'est qu'alors qu'il se tourna et disparut dans les arbres. La nuit se passa dans un brouillard de délire frissonnant. Lyra s'était blottie dans le creux d'un vieux chêne, enveloppée dans sa couverture humide, sombrant dans l'inconscience, et en revenant, elle rêva de feu, elle rêva de soupe chaude, elle rêva de Victor riant, alors que sa maison brûlait. Elle se réveilla au son du tonnerre. Lyra se réveilla en sursaut, ses muscles hurlant de protestation. Elle cligna des yeux, confuse. Le ciel était clair, d'un bleu brillant et perçant. Il n'y avait pas de nuages d'orage. Pourtant le sol sous elle vibrait d'un bruit sourd, lourd et rythmé. Boum, boum, boum. On aurait dit un géant qui marchait. Elle sortit en se dépêchant du creux de l'arbre, agrippant un bâton taillé en pointe qu'elle utilisait pour se protéger. « Qui est là ?» croassa-t-elle, sa voix faible. Elle entra dans la clairière où son abri raté gisait en ruine. Elle laissa tomber le bâton. Sa bouche s'ouvrit en grand. La clairière n'était plus vide. 6 hommes se tenaient là. Ils étaient immenses, torse nus malgré le froid glacial, leur peau dégageant la chaleur intense des loups-garous transformés. Ils se déplaçaient avec une précision militaire, mais ils n'attaquaient pas. Ils déchargeaient un camion à plateau qui avait réussi à emprunter l'ancienne route forestière. Et ils ne déchargèrent pas des armes. Ils déchargèrent du bois, pas seulement des branches ou des chutes. C'étaient de massives bûches de cèdre traitées d'un rouge riche et aromatique. Le genre de bois qui coûtait une fortune. Le genre de bois utilisé pour les manoirs, pas pour les cabanes de renégats. Doucement sur le flanc gauche. « Attention à la boue !» cria un homme aux cheveux blonds sable et avec une cicatrice traversant son sourcil. C'était Tobias, le bêta de la meute de l'ombre d'obsidienne. Lyra le reconnut d'après les histoires. Lyra resta figée, regardant 2 hommes massifs soulever une bûche de 6 mètres, comme si c'était un cure-dent, et la poser en une formation carrée parfaite. Ils posèrent des fondations. « Quoi ?» murmura Lyra en s'avançant. « Qu'est-ce que vous faites ?» Tobias se tourna. Il ne la regarda pas avec le dégoût habituellement réservé aux renégats. Il la regarda avec curiosité, et peut-être une pointe de pitié. Il s'essuya les mains sur son jean et s'approcha, s'arrêtant à une distance respectable de 3 mètres. « Madame !» acquiesça Tobias. « Vous êtes dans une zone inondable. La boue ici ne supportera pas une structure une fois que la neige fondra au printemps. Nous enfonçons d'abord des pylônes. » Lyra le fixa, son cerveau incapable de traiter l'information. « Vous construisez. C'est exact, » dit Tobias. « Pourquoi ?» demanda Lyra, ses instincts défensifs s'enflammant. « Est-ce un piège ? Kieran va-t-il m'enfermer dedans et y mettre le feu ?» L'activité dans la clairière cessa. Les 5 autres loups s'arrêtèrent, regardant vers la lisière de la forêt. Des ombres des pins, un homme émergea. Il était grand, dominant même les membres déjà imposants de la meute. Il portait un lourd manteau en peau de mouton, laissé déboutonné, révélant un t-shirt thermique noir qui tendait sur sa poitrine. Ses cheveux étaient sombres et balayés par le vent, et ses yeux étaient du même or perçant que ceux du loup sur la crête. Kieran, le roi alpha. Il ne marchait pas, il traquait. L'air autour de lui semblait crépiter d'électricité statique. Il passa devant ses hommes, devant la pile de bois de luxe, et s'arrêta juste devant Lyra. De près, il était terrifiant. La puissance qui émanait de lui suffisait à faire tomber un loup ordinaire à genoux. Mais Lyra était trop confuse pour s'agenouiller. Kieran baissa les yeux sur elle. Son regard tomba sur ses mains, sales, ensanglantées et enveloppées de haillons. Il tendit la main. Lyra recula d'un bond. « Donne-moi ta main », dit Kieran. Sa voix était profonde, un grondement sourd qui vibrait dans la poitrine de Lyra. Ce n'était pas une demande. Tremblante, Lyra tendit la main. Kieran la prit doucement. Ses mains étaient écaleuses et chaudes, incroyablement chaudes. Il déroula le chiffon sale, exposant la plaie perforante, infectée et enflammée, laissée par l'écharde. Sa mâchoire se serra.
Un éclair de colère traversa son visage, mais il n'était pas dirigé contre elle. « Tobias » dit Kiran, sans jamais quitter des yeux la blessure de Lyra. « La trousse de premiers soins, maintenant. »« Oui, Alpha. » Kiran regarda dans les yeux méfiants de Lyra. « Tu essayais de construire un joint d'assemblage avec du pain pourri, » dit-il calmement. Il s'est effondré parce que la résistance à l'attraction du bois était compromise, pas à cause de ton habileté. Ta technique était parfaite. Lyra cligna des yeux. Tu m'as observé ? Je t'ai observé essayer de survivre, corrigea Kiran. Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit un petit objet. C'était le morceau de branche cassée qu'elle avait brisé la veille. Il l'avait ramassé. Tu as utilisé un nœud de tisserand qui n'a pas été utilisé dans cette région depuis 1 siècle. C'est la marque d'un maître bâtisseur. Je voulais juste un toit, murmura Lyra. On ne construit pas de toit avec des ordures, dit Kiran, sa voix se durcissant. Il désigna la pile de cèdre de première qualité derrière lui. On les construit avec ça. C'est du cèdre rouge du cœur de mon territoire. Il est imputrescible, résistant aux insectes, et il retient la chaleur mieux que la pierre. Je ne peux pas vous payer, dit Lyra, la panique montant. Je n'ai rien. Je suis une renégate. Je n'ai pas d'argent, pas de meute, pas de marchandises à échanger. Kiran se rapprocha, envahissant son espace personnel. L'odeur de lui, aiguille de pain, pluie et puissance brute, inonda ses sens. Il baissa la tête pour que ses lèvres soient à quelques centimètres de son oreille. « Je n'ai pas demandé de paiement, » murmura Kiran. « Mais je demanderai un échange. »« Quel échange ?» demanda Lyra, son souffle se bloquant. « Je fournis les matériaux et la main-d'œuvre pour le gros du travail, » dit Kiran, se reculant pour la regarder. « Et tu conçois le projet. Tu conçois l'avant-poste. Pas une cabane, une forteresse. J'ai besoin de quelqu'un qui sait comment construire des choses qui ne se cassent pas. »« Pourquoi moi ?» demanda Lyra. « Vous avez des ingénieurs. Mes ingénieurs construisent des boîtes, » dit Kiran, ses yeux s'assombrissant. « Tu as construit une œuvre d'art avec des déchets tout en mourant de faim. Je veux voir ce que tu peux faire quand tu as la force de te tenir debout. » Il relâcha sa main alors que Tobias revenait avec la trousse médicale. « Soigne sa main, » ordonna Kiran à son bêta. Puis il se tourna vers le groupe de loups qui attendaient près du camion. « Doublez la cadence. Je veux que les solives soient posées avant midi. Si elle a de nouveau froid, vous courez tous des tours jusqu'à vomir. »« Oui, Alpha !» rugirent les hommes à l'unisson. Lyra resta là, stupéfaite, alors que l'homme le plus puissant de la région enlevait son lourd manteau, retroussait ses manches et attrapait une masse. Il ne se contentait pas de leur commander. Il se joignait à eux. Pendant que Tobias nettoyait sa blessure avec un antiseptique qui piquait, Lyra regarda Kiran balancer le marteau. À chaque coup, le sol tremblait. Elle réalisa avec un sursaut qu'il ne construisait pas seulement une cabane. Il marquait son territoire. Il lui construisait une maison sur ses terres. Mais Lyra savait quelque chose que Kiran ignorait. Victor, l'alpha de Silver Creek, la traquait. Et si Victor découvrait qu'elle construisait une forteresse pour son rival, une simple construction de cabane se transformerait en zone de guerre. « Il va tous vous faire tuer », murmura Lyra à Tobias. Tobias gloussa en appliquant un bandage sur sa paume. Il regarda son alpha, qui enfonçait un pylône dans la terre gelée avec une force terrifiante. « Mademoiselle, » dit doucement Tobias, « vous ne savez manifestement pas qui il est. Kiran ne se fait pas tuer, c'est lui qui tue. Et à voir comment il vous regarde, je plains quiconque essaiera de l'arrêter. » À midi, les fondations de la cabane avaient été posées. C'était une grille de poutres de cèdre emboîtées qui sentèrent la richesse et la sécurité. La meute de l'ombre d'obsidienne travaillait comme une machine, efficace, silencieuse et d'une force terrifiante. Mais il travaillait selon des protocoles militaires standards, construisant une boîte carrée et défendable. Lyra se tenait près du feu que Tobias avait allumé, tenant une tasse de bouillon chaud qui lui brûlait les lèvres de la meilleure façon possible. La chaleur se propageait dans ses membres, faisant fondre la glace dans ses veines, mais ses yeux étaient rivés sur la structure. Sa vraie vue la démangeait derrière ses paupières. Ce n'était pas de la magie comme celle des sorcières qui jettent des sorts. C'était une conscience hyper aiguisée de la géométrie et de la physique, un trait transmis dans sa lignée familiale depuis des générations. Elle pouvait voir les lignes de contrainte dans le bois, comme des veines rouges soyantes. « Arrêtez !» cria Lyra. L'ordre sortit de sa gorge avant qu'elle ne puisse se retenir. Le silence s'abattit sur la clairière. 6 énormes loups-garous se figèrent en plein mouvement. L'un d'eux, une brute nommée Jax, tenait une masse au-dessus de sa tête, prêt à enfoncer une goupille de soutien dans le joint d'angle. Jax abaissa lentement le marteau,
se tournant pour lancer un regard noir à la petite femme déguenillée près du feu. « Pardon ?» Le cœur de Lyra martelait ses côtes. Dans son ancienne meute, parler sans y être autorisée lui valait une gifle. Mais elle ne pouvait pas les laisser faire cette erreur. Le grain ?» balbutia Lyra en s'avançant. Elle pointa un doigt tremblant vers le poteau d'angle que Jax était en train de fixer. Le grain de ce poteau est tordu. Il a un nœud sur le côté interne. Si vous enfoncez cette goupille, vous allez fendre le cœur du bois. La première grosse charge de neige fera s'effondrer le coin sud-est. Jax ricana, essuyant la sueur de son front. « C'est du cèdre de première qualité, ma belle. Ça ne se fend pas. »« Si, ça va se fendre, » insista Lyra, sa voix gagnant une fraction de force. « La tension est mauvaise. Vous devez le faire pivoter de 90 degrés ou le remplacer. » Jax regarda Kieran, qui se tenait près du camion, examinant une carte. « Alpha, dois-je écouter cette errante ? Nous perdons la lumière du jour. » Kieran leva les yeux. Ses yeux dorés ne regardèrent pas Jax. Ils se fixèrent sur Lyra. Il s'approcha, ses lourdes bottes craquant sur la boue gelée. Il s'arrêta devant le poteau que Lyra avait indiqué. Il passa sa grande main sur le bois, fermant les yeux une seconde. « Elle a raison, » dit Kieran, sa voix basse et dangereuse. Jax cligna des yeux. « Alpha, il y a une fissure capillaire sous l'écorce, » dit Kieran en ouvrant les yeux. Il regarda Lyra avec une intensité nouvelle. « La plupart des loups ne pourraient pas sentir ça. »« Comment as-tu su ?»« Je ne l'ai pas senti, » dit Lyra, serrant plus fort sa tasse. « Je l'ai vu, la répartition du poids. Ça n'avait pas l'air correct. » Kieran la fixa un long moment, une expression indéchiffrable sur son visage. Puis il se tourna vers ses hommes. « Vous l'avez entendu, changez le poteau. À partir de maintenant, personne n'enfonce un clou ou ne pose une bûche avant qu'elle ne l'ait approuvé. Elle est l'architecte. Vous êtes la main-d'œuvre. Est-ce compris ? » « Oui, Alpha, » répondit la meute en chœur, bien que Jax ait l'air de mauvaise humeur. Pendant les 4 heures suivantes, la dynamique changea. Lyra, nourrie par la soupe et une étrange adrénaline bouillonnante, commença à les diriger. Elle se déplaçait sur le site, son boitement devenant moins prononcé à mesure qu'elle se concentrait. Elle ne construisait plus une simple cabane carrée. Elle leur ordonna d'incliner fortement le toit pour évacuer la neige, de renforcer le mur au vent avec des joints à double emboîtement et de surélever le plancher de 60 cm pour créer une poche d'air isolante. Elle était brillante. Kieran la regardait plus qu'il ne regardait la construction. Il voyait comment son esprit fonctionnait, rapide, précis et intransigeant en matière de sécurité. Elle commandait ses guerriers d'élite, des hommes qui avaient tué dans des guerres, et il l'écoutait parce que ses instructions avaient du sens. Alors que le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de teintes oranges et violettes violentes, Lyra inspectait la poutre faîtière. Elle était debout sur une échelle, tendant le bras pour vérifier un joint. Soudain, une vague de vertige la frappa. L'adrénaline s'estompa, et la réalité de 2 jours de famine la rattrapa brutalement. Sa vision se brouilla. Ses genoux fléchirent. Elle tomba en arrière de l'échelle. « Lyra !» Elle ne heurta pas le sol gelé. Elle heurta un mur de muscles solides et de chaleur. Kieran s'était déplacé avec une vitesse surnaturelle, la rattrapant facilement dans ses bras. L'impact lui coupa le souffle, mais elle était en sécurité. Elle était pressée contre sa poitrine, son visage enfoui dans le creux de son cou, et c'est alors qu'elle le sentit. Sous la sueur et le pain, il y avait une odeur qui fit gémir son loup de désir. C'était l'odeur des braises ardentes et de la terre profonde. C'était l'odeur du foyer. Kieran se raidit. Il le sentit aussi. Le lien d'âme-sœur. Ce ne fut pas une douce prise de conscience. Ce fut un choc primal. Maintenant que l'odeur de maladie et de pourriture s'estompait, sa véritable odeur, vanille et pluie, le frappait de plein fouet. Il baissa les yeux sur la femme fragile dans ses bras. Elle était à lui. La déesse de la lune avait donné au roi Alpha impitoyable une compagne brisée, affamée et brillante. « Je te tiens », gronda Kieran, sa voix vibrant à travers son corps. « Je te tiens, petit architecte. » Lyra leva les yeux, ses yeux grands ouverts. Elle vit l'or dans ses yeux s'embraser, la pupille se dilater pour avaler l'iris. Elle savait ce que ce regard signifiait. « Pose-moi », murmura-t-elle, la panique luttant avec l'attirance. « S'il te plaît, tu ne peux pas. Je suis une renégate. »« Tu es ce que je dis que tu es », répondit Kieran, sa poigne se resserrant possessivement. « Et en ce moment, tu es en train de geler. » Il ne la posa pas. Il la porta vers le camion, aboyant des ordres par-dessus son épaule. « Tobias, finis le toit. Nous campons ici ce soir. Elle n'est pas assez forte pour être déplacée. » Jax marmonna à Tobias, alors qu'il regardait leur Alpha porter la fille. « Tu as vu ses yeux ? Il est devenu possessif.
Tobias sourit sinistrement. Il était temps. Mais si elle est bien celle que je pense, la charpentière disparue de Silver Creek, alors Victor va venir la chercher, et Kieran va déclencher une guerre pour la garder. La nuit dans le territoire d'Obsidienne était absolue. L'obscurité était épaisse, lourde et silencieuse, rompue seulement par le crépitement d'un grand feu que la meute avait allumé au centre de la cabane à moitié finie. Ils avaient bâché les poutres du toit pour bloquer le vent, créant un abri de fortune confortable. Lyra était assise sur une pile de sacs de couchage, enveloppée dans une couverture en fourrure qui sentait Kieran. Elle mangeait à nouveau, du ragoût de venaison cette fois. Kieran était assis en face d'elle, la regardant manger avec une intensité qui faisait trembler ses mains. Il ne l'avait pas touchée depuis qu'il l'avait portée jusqu'au feu, mais sa présence était suffocante par son intensité. « Pourquoi ?» demanda Lyra, brisant le silence. Les autres loups patrouillaient le périmètre à l'extérieur. C'était juste eux deux. « Pourquoi quoi ?» demanda Kieran, taillant un bâton avec un couteau de chasse. « Pourquoi m'aides-tu ? Tu es le roi Alpha. Tu tues les renégats. Tu ne leur construis pas de maison. » Kieran arrêta de tailler. Il leva les yeux, la lueur du feu dansant dans ses yeux dorés. « Je tue les menaces. Je tue les parasites. Tu n'es ni l'un ni l'autre. Je suis une menace, » dit amèrement Lyra. « L'Alpha de Silver Creek, Victor. Il veut me récupérer. Il pense que je suis sa propriété. S'il découvre que tu m'as aidé, il attaquera tes frontières. Qu'il vienne, » dit simplement Kieran. Il jeta le bâton dans le feu. « Ça fait des années que je cherche une excuse pour arracher la gorge de Victor. Sa politique expansionniste m'agace. Il veut mon sang, » murmura Lyra, baissant les yeux sur ses mains marquées de cicatrices. « Il veut me faire reproduire pour créer des bâtisseurs pour ses machines de guerre. Il a tué mon père quand il a refusé de signer le contrat. » Un grondement sourd gronda dans la poitrine de Kieran. C'était involontaire, un son de pure rage prédatrice. « Il a touché à ta famille. Il a détruit ma famille. » Kieran bougea. En un éclair, il était accroupi devant elle. Il tendit la main et lui releva le menton pour qu'elle soit obligée de le regarder. « Il ne te touchera plus jamais, » jura Kieran. « Cette cabane, ce n'est que le début. Tu as un talent, Lyra, un don. Tu as vu la faiblesse dans ce bois aujourd'hui, alors que mes meilleurs hommes ne le pouvaient pas. Tu es précieuse. »« C'est tout ?» demanda Lyra, sa voix tremblante. « Je suis utile. » Le pouce de Kieran effleura sa pommette. Les étincelles qui jaillirent entre eux étaient indéniables. « Non, ce n'est pas tout. Mais tu as peur et tu es blessé. Alors je ne t'accablerai pas avec le reste ce soir. » Il se retenait. Il retenait la revendication, la morsure d'accouplement, tout ce que son loup hurlait de faire parce qu'il savait qu'elle était traumatisée. Lyra sentit une larme couler. Elle se pencha contre son contact, juste pour une seconde. « Merci. » À l'extérieur du cercle de lumière du feu, à 300 mètres de là, dans la lisière dense des arbres, une ombre bougea. Ce n'était pas un ours ou un cerf. C'était un homme vêtu d'un équipement de camouflage conçu pour masquer son odeur. Il tenait des jumelles à haute puissance à ses yeux. C'était Kyle, l'éclaireur en chef de la meute de Silver Creek, le meilleur traqueur de Victor. Kyle ajusta la mise au point des lentilles. À travers les interstices de la bâche, il pouvait voir la lumière du feu. Il vit la silhouette massive de Kieran, le roi Alpha. Et assise en face de lui, plus propre, mais toujours reconnaissable, se trouvait la cible. « Je t'ai trouvé », murmura Kyle. Il attrapa la radio à sa ceinture, activant le canal crypté. « Alpha Victor », murmura Kyle dans le micro. « Rapport ». La voix de Victor crépita en retour, ténue et froide. « J'ai les yeux sur l'actif. Elle est dans le secteur 4, près de la crête. Est-elle seule ? » « Négatif », dit Kyle, une perle de sueur froide roulant sur son cou. « Elle est avec la meute d'Obsidienne et... Alpha. On dirait que Kieran est avec elle personnellement. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil, puis un rire sombre et amusé. « Kieran protège ma fiancée en fuite, » songea Victor. « Intéressant. Il a dû réaliser ce qu'elle est. Si Kieran a accès à sa vraie vue, ses fortifications seront impénétrables. Nous ne pouvons pas permettre cela. »« Ordre ?» demanda Kyle. « N'engage pas le combat avec Kieran. Tu mourrais, » dit Victor. « Crée une diversion. Fais-leur peur. Je veux voir comment elle réagit. Je veux confirmer qu'elle n'a pas encore été brisée. Et Kyle marque l'emplacement pour une équipe d'intervention. Nous venons la récupérer. » « Compris. » Kyle rangea la radio. Il plongea la main dans son sac et en sortit un petit appareil sphérique. Une grenade assourdissante. Ce n'était pas mortel, mais c'était bruyant et ça sèmerait le chaos. Il rampa plus près, se déplaçant sous le vent. Il devait se trouver à portée de lancer. À l'intérieur de l'abri,
La tête de Kieran se redressa brusquement, ses narines frémissant. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Lyra, sentant sa tension. « Le vent a tourné, » dit Kieran, sa voix baissant à un murmure mortel. « Il y a quelqu'un dehors, quelqu'un qui sent le soufre et le tabac bon marché. »« Silver Creek, » haleta Lyra. « C'est leur odeur. Reste ici, » ordonna Kieran. « Ne bouge pas. » Il se leva, se dépouillant de son humanité comme d'un manteau. Ses os craquèrent et se déplacèrent. En quelques secondes, l'homme avait disparu, remplacé par le loup noir de minuit massif. Il poussa un rugissement qui fit trembler les murs à moitié construits de la cabane, un son de pur avertissement. Mais Kyle armait déjà son bras. Il tira la goupille et lança la grenade. Elle vola dans les airs, décrivant un arc au-dessus des murs inachevés. Elle n'atterrit pas dans le feu. Elle atterrit juste au pied de Lyra. Le temps sembla ralentir. Lyra fixa la sphère de métal. Elle savait ce que c'était. Son père les utilisait pour déblayer les rochers. Le roi Alpha était trop loin pour l'atteindre à temps. Lyra ne cria pas. Son instinct de bâtisseuse prit le dessus. Elle attrapa la lourde poêle en fonte du feu et la plaqua sur la grenade, jetant tout son poids sur la poêle, se recroquevillant en une boule serrée. Boum! L'explosion fut étouffée, mais sa force projeta Lyra en arrière. La poêle résonna comme une cloche, contenant les éclats, mais pas l'onde de choc. Lyra! Le rugissement du roi Alpha n'était pas humain. C'était le son d'un monstre dont le cœur venait d'être menacé. Kieran ne poursuivit pas l'odeur dans les bois. Il fit demi-tour, se retransformant en humain en pleine course, glissant sur ses genoux pour l'atteindre. La fumée envahit l'abri. Lyra toussait, ses oreilles bourdonnaient, mais elle était en vie. La poêle l'avait sauvée. « Je vais bien », s'étouffa-t-elle en agitant la fumée. Kieran l'attrapa, la serrant contre sa poitrine, la vérifiant pour voir si elle saignait. Il tremblait. Le roi Alpha tremblait. « Ils m'ont trouvé », pleura Lyra contre sa poitrine. « Victor sait que je suis ici. » Kieran regarda dans l'obscurité d'où la grenade était venue. Ses yeux brillaient d'une violence qui promettait la mort. « Qu'il vienne !» gronda Kieran. « Il vient de faire la dernière erreur de sa vie. Personne ne bombarde la maison de ma compagne et ne vit pour en parler. » Il la souleva, sa voix tonnant à ses hommes à l'extérieur. « Tobias, formation défensive. Nous la déplaçons vers la forteresse. La cabane est compromise. La guerre est là. » Le trajet jusqu'au quartier général de l'ombre d'obsidienne dura 3 heures, naviguant sur des routes de montagnes sinueuses dans un convoi de VUS blindés. Lyra était assise à l'arrière du véhicule de tête, enveloppée dans une couverture chauffante, regardant le paysage passer de la forêt sauvage à d'imposantes fortifications. Kieran était assis à côté d'elle, une main posée sur son genou, son contact la rassurant. Il était au téléphone, aboyant constamment des ordres dans un langage qui était à moitié code militaire et à moitié stratégie commerciale. Il n'était pas seulement un chef de meute. Il était le PDG d'un immense empire et, actuellement, il liquidait des actifs pour se préparer à une guerre. « Nous y sommes », dit Kieran en raccrochant le téléphone alors qu'il prenait un dernier virage. Lyra leva les yeux et haleta. Elle s'attendait à un château ou à un complexe en bois. Ce qu'elle vit était un chef-d'œuvre d'architecture brutaliste moderne, sculpté directement dans la roche vive de la montagne. C'était un ensemble de béton déchiqueté, d'acier renforcé et d'immenses panneaux de verre pare-balles qui reflétaient à la lune. Cela ressemblait moins à une maison qu'à une arme pointée vers le ciel. « Le pic de fer », dit Kieran, la fierté colorant sa voix. « L'endroit le plus sûr du continent. Les murs font 1 mètre de béton armé. Le verre peut arrêter une balle de sniper. » Les yeux de Lyra se plissèrent. Sa vraie vue s'activa involontairement. Elle scanna la structure imposante, admirant les colonnes porteuses et les balcons en porte-à-faux. C'était impressionnant. C'était puissant, mais ce n'était pas parfait. Rien ne l'était jamais. Le convoi entra dans un immense garage souterrain. Dès que les portes s'ouvrirent, la tension était palpable. Des dizaines de membres de la meute attendaient, guerriers, stratèges et anciens. Ils n'avaient pas l'air heureux. Alors que Kieran aidait Lyra à sortir de la voiture, un silence se fit dans la foule. Elle avait l'air petite, pâle et vêtue de vêtements trop grands, empruntés à Tobias. Elle sentait la maladie et la peur, superposées à l'odeur de Kieran. Un homme grand, aux cheveux grisonnants et au visage semblable à une carte topographique de cicatrices, s'avança. Il portait un gilet tactique et se déplaçait avec l'autorité d'un général. C'était Ryland, le commandant de la meute. « Alpha », dit Ryland, sa voix sèche. « Nous sommes à Defcon 2. Les éclaireurs signalent que les forces de Silver Creek se mobilisent à la frontière sud. Ils amènent de la machinerie lourde. »
Qu'ils viennent, dit Kieran, guidant Lyra vers l'ascenseur. Rylan se mit sur le chemin de Kieran. C'était un geste audacieux qui provoqua des halètements dans la foule. Avec tout le respect que je vous dois, Alpha, nous allons faire la guerre pour elle. Une renégate, une étrangère trouvée dans les bois. Kieran s'arrêta. La température de l'air sembla chuter de 10 degrés. Elle n'est pas une étrangère, Rylan. Elle est ma compagne. La déclaration résonna dans le garage en béton comme un coup de feu. Rylan tressaillit, mais il tint bon. Compagne ou non, elle est une responsabilité. Victor n'attaque pas pour le territoire. Il attaque pour elle. Si nous la livrons, la guerre s'arrête. Nous ne pouvons pas risquer la meute pour une seule femme. Je réduirai ce monde en cendres avant de la livrer, gronda Kieran, ses yeux brillant d'or. Retirez-vous, commandant. Je regarde l'intégrité structurelle de la meute, cria Ryland, sa frustration débordant. Elle n'apporte rien d'autre qu'une cible sur son dos. En fait, une voix calme coupa court aux cris alimentés par la testostérone. Tout le monde se tourna. Lyra était sortie de derrière Kieran. Elle tremblait, ses mains serrées en poing pour cacher le tremblement, mais ses yeux étaient fixés sur un énorme pilier de soutien près de la cage d'ascenseur, l'artère principale du garage. « Qu'est-ce que tu as dit ?» lança Ryland, la regardant de haut avec dédain. Lyra pointa le pilier. « Vous avez une fissure de contrainte capillaire sur la colonne C4. Elle est causée par la vibration de l'unité de ventilation au-dessus. Si un camion heurte ce pilier à plus de 50 km, ou si une explosion se produit à moins de 6 mètres, toute l'aile nord du garage s'effondre. » Ryland cligna des yeux. « C'est impossible. Cette colonne est en acier renforcé. »« L'acier va bien, » dit Lyra, sa voix gagnant en force alors que les détails techniques prenèrent le dessus. L'enveloppe en béton se délamine. Regardez le motif de poussière sur le sol. C'est une fine poudre grise. C'est de la fatigue du béton. Kieran regarda le sol. Il vit la poussière. Il regarda le pilier. « Tobias !» ordonna Kieran. « Va chercher le scanner sonique. » Tobias courut vers une armoire à outils et revint avec un appareil portatif. Il le pressa contre le pilier que Lyra avait indiqué. La machine bipa frénétiquement, clignotant en rouge. « Elle a raison, » dit Tobias, son visage pâlissant. « L'intégrité structurelle est à 40%. Une bombe bien placée, et les niveaux supérieurs nous tombèrent dessus. » Le silence s'installa dans le garage. L'hostilité se mua en choc. Ryland regarda du scanner à la petite femme fragile qu'il venait de qualifier de fardeau. Lyra regarda le commandant. « Je ne veux pas que des gens meurent pour moi. Mais si Victor attaque, il ne frappera pas seulement les murs. Il frappera les points faibles. Je peux les voir. Laissez-moi vous aider à les réparer. » Kieran regarda sa compagne, une fierté féroce gonflant sa poitrine. Il se tourna vers sa meute stupéfaite. « Elle n'est pas juste une bouche à nourrir, » annonça Kieran, sa voix résonnant avec autorité. « Elle est l'architecte. À partir de ce moment, sa parole sur les protocoles de défense l'emporte sur tout le monde, y compris moi. Quelqu'un d'autre a une objection ? » Personne ne bougea. « Bien, » dit Kieran. Il passa un bras autour de la taille de Lyra. « Maintenant, mettez une équipe sur ce pilier. Renforcez-le avec un treillis en fibre de carbone. Nous avons du travail. » Alors qu'ils se dirigeaient vers l'ascenseur, laissant les guerriers stupéfaits derrière eux, Kieran se pencha et embrassa le sommet de la tête de Lyra. « Tu es incroyable, » murmura-t-il. « Je ne veux juste pas que le toit nous tombe dessus, » marmonna Lyra, son visage brûlant. « Il ne tombera pas, » promit Kieran, « parce que tu es là pour le soutenir. » Les 12 heures suivantes furent un tourbillon de caféine, de plans et d'étincelles de soudure. Lyra fut installée dans la salle de guerre, un centre de commandement high-tech au dernier étage des outils technologiques de fer. Elle n'était plus la renégate frissonnante dans la neige. Elle était une femme en mission. Elle avait les plans de toute la forteresse étalés sur une immense table numérique. Kieran se tenait à ses côtés, lui servant du café et tenant à distance les généraux curieux et sceptiques. « Ici », dit Lyra en encerclant une gaine de ventilation sur le schéma. « Et ici, à la sortie de drainage. Ce sont des vulnérabilités. Les loups de Victor sont plus petits que les vôtres, en moyenne. Ils peuvent passer par ces tuyaux s'ils se disloquent les épaules. Nous souderons des grilles dessus, » dit Ryland. Il était toujours de mauvaise humeur, mais il écoutait maintenant. « Double grille, » corrigea Lyra, « croisée, et mettez des détecteurs de mouvement à l'intérieur des gaines. » Les préparatifs furent interrompus par le clignotant rouge de l'alarme du périmètre. « Contact !» cria un officier technique depuis le poste de surveillance. Quadrant sud, 3 véhicules approchant de la porte principale. Ils arborent un drapeau blanc. Kieran fixa l'écran. « Une pourparlers ? C'est une diversion, » dit immédiatement Lyra. « Victor ne négocie pas. »« Nous devons répondre, » dit Kieran en boutonnant sa chemise tactique. « Si je refuse une pourparlers,
Je viole le traité Alpha. Le conseil me retirera mon titre. Il le sait, dit Lyra en agrippant le bras de Kiran. Il vous attire à l'extérieur. Je serai prudent, dit Kiran. Il prit son visage entre ses mains. Reste ici. Surveille les moniteurs. Si quelque chose te semble anormal, tu le dis à Tobias. Kiran partit, emmenant Rylan et une douzaine d'hommes de main avec lui. Lyra resta seule à la table, son cœur battant la chamade. Elle regarda les écrans. Elle vit Kiran sortir vers la porte principale pour rencontrer une limousine noire élégante qui s'était arrêtée. Quelque chose n'allait pas. Lyra se retourna vers les plans du pic de fer. Elle traça les lignes des fondations. La forteresse avait été construite il y a 20 ans. Son père était alors un jeune homme. Il avait travaillé sur de nombreux projets dans la région. Son sang se glaça. Elle zooma sur les sous-sols. Il y avait un ancien tunnel de service marqué comme effondré et scellé sur la carte numérique. Il passait profondément sous la montagne, se connectant à une ancienne mine d'argent qui précédait la meute. « Tobias », dit Lyra, sa voix tremblante. « Qui a construit cet endroit ?» Tobias leva les yeux de la vérification de son arme. « Un entrepreneur humain, une entreprise haut de gamme de Zurich. »« Pourquoi ?»« Non », dit Lyra. « Qui a fait les fondations, les travaux de béton ? Je crois que c'était un sous-traitant local. Un certain Thorne. Non, attends. Archer. » Lyra cessa de respirer. Archer. C'était le nom de famille de son père. Victor ne l'avait pas seulement traqué à cause de son potentiel. Il l'a traqué parce qu'il avait les journaux de son père. Il savait que son père avait travaillé sur le pic de fer. « Il n'est pas à la porte », murmura Lyra. « Quoi ?» demanda Tobias. « Victor !» cria Lyra en attrapant la radio. « Kiran, rentrez à l'intérieur !» À l'écran, la portière arrière de la limousine s'ouvrit. Elle était vide. Un haut-parleur sur la voiture commença à diffuser un message enregistré de Victor en train de rire. « Le tunnel !» cria Lyra à Tobias. « Le vieux tunnel de la mine d'argent dans le sous-sol. Il n'est pas scellé. Mon père a laissé une trappe de maintenance pour les inspections. Victor le sait. » Comme par hasard, tout le bâtiment trembla. Boum! Les lumières de la salle de guerre vacillèrent et s'éteignirent, remplacées par des stroboscopes rouges d'urgence. « Brèche !» hurla l'officier technique. Explosion au sous-sol 3. Ils sont à l'intérieur. Ils ont contourné le mur extérieur. Victor n'avait pas attaqué les murs. Il était monté par le sol. « Emmenez-la dans la chambre forte !» rugit Tobias en attrapant le bras de Lyra. « Non !» Lyra retira son bras d'un coup sec. La chambre forte est au niveau 2. La ventilation de cette pièce est connectée au sous-sol. S'ils y injectent du gaz, nous sommes morts. Alors, où allons-nous ? Tobias avait l'air paniqué. La forteresse imprenable était soudainement devenue un piège. « Le toit !» dit Lyra, son esprit s'emballant, visualisant les schémas en entier. La structure en treillis sur le toit est le point le plus solide, et c'est le seul endroit avec une commande manuelle pour les portes de confinement. « Nous devons rejoindre Kiran », dit Tobias. « Kiran est enfermé dehors », dit Lyra en montrant les écrans. L'explosion avait déclenché les volets de confinement automatiques. D'énormes portes en acier s'étaient abattues, scellant l'entrée principale. Kiran était coincé à l'extérieur avec ses meilleurs guerriers. L'ennemi était à l'intérieur avec les femmes, les enfants et Lyra. « Il est piégé dehors », réalisa Lyra, l'horreur l'envahissant. Victor avait séparé l'alpha de la meute. En bas, dans les sous-sols, le son des tirs et des grognements de loups résonnait dans les cages d'ascenseur. Les envahisseurs montaient rapidement. Lyra attrapa un pistolet de détresse dans le kit d'urgence sur le mur. Elle regarda Tobias, ses yeux durs. Elle n'était pas une guerrière, mais elle était la fille de l'homme qui avait construit ce piège, et elle savait comment le briser. « Nous devons faire sauter manuellement les joints hydrauliques de la porte principale, » dit Lyra. « Nous devons laisser entrer Kiran, sinon tout le monde dans ce bâtiment mourra. Cela nécessite d'atteindre la salle de contrôle au premier niveau, » dit Tobias. « C'est en plein sur leur chemin. Alors nous ferions mieux de courir vite, » dit Lyra. Elle ne l'attendit pas. Elle sprinta hors de la salle de guerre dans le couloir éclairé en rouge. Elle ne construisait plus avec des branches. Elle se battait pour sa vie dans un château de verre et les pierres étaient sur le point de commencer à tomber. L'escalier était un cauchemar claustrophobique de lumière d'urgence rouge et de l'écho des griffes sur le béton. Tobias prit la tête, son fusil d'assaut levé, tandis que Lyra suivait de près, agrippant le lourd pistolet de détresse. 2 étages plus bas, siffla Tobias en ouvrant d'un coup de pied la porte du couloir du premier niveau. Le couloir était rempli de fumée. L'odeur de caoutchouc brûlé et d'ozone était suffocante. À travers la brume, Lyra vit des corps, des gardes des 2 meutes. L'invasion était désordonnée et brutale. « Dégagez !» signala Tobias en avançant. » Mais ils n'étaient même pas dégagés. Alors qu'ils passèrent la jonction vers le hall grillagé,
Une forme massive surgit de l'ombre. C'était un loup de Silver Creek se transformant en humain en plein vol pour plaquer Tobias. Le fusil dérapa sur le sol. Tobias rugit, se débattant avec l'intrus. Ils heurtèrent le mur, fissurant le placoplâtre. Lyra recula en se dépêchant, levant le pistolet de détresse, mais elle ne pouvait pas tirer. Ils étaient trop emmêlés. Elle regarda autour d'elle, frénétiquement. Ses yeux se posèrent sur un tuyau rouge qui courait le long du plafond. Il était étiqueté « Sprinkler principal, haute pression ». Elle n'hésita pas. Elle attrapa une hache d'incendie dans la vitrine d'urgence sur le mur. Elle ne frappa pas le loup. Elle frappa le tuyau juste au-dessus d'eux. Clang! La hache mordit profondément. Le tuyau éclata. Un jet d'eau, pressurisé pour éteindre les feux de kérosène, jaillit vers le bas avec la force d'un marteau. Il frappa le loup de Silver Creek en plein dans le dos, le projetant au sol et l'étourdissant. « Bouge !» cria Lyra, attrapant le bras de Tobias alors qu'il s'éloignait de l'agresseur étourdi. Ils sprintèrent vers la salle de contrôle au bout du couloir. La lourde porte en acier était légèrement entr'ouverte. « Ce n'est pas normal !» haleta Tobias en s'essuyant le sang de la lèvre. « Cette porte devrait être verrouillée magnétiquement. »« Ils sont déjà à l'intérieur », réalisa Lyra, son estomac se nouant. « Ils nous attendent. » Elle poussa la porte. La salle de contrôle était une chambre circulaire remplie d'écrans et de baies de serveurs. Au centre, nonchalamment appuyé contre la console principale, se tenait l'Alpha Victor. Il avait l'air impeccable, vêtu d'un costume sombre à peine saupoudré de débris. Kyle, son éclaireur, se tenait derrière lui, tenant un couteau sous la gorge du technicien en chef. « Lyra », sourit Victor, ses dents trop blanches, ses yeux trop froids. « Je savais que tu viendrais. Tu as toujours été la responsable, contrairement à ton père. Ne parle pas de lui, » dit Lyra, sa voix ferme malgré la terreur qui lui serrait le cœur. Elle entra dans la pièce, faisant signe à Tobias de rester en arrière. « Pourquoi pas ?» haussa les épaules Victor. « Il a construit cet endroit. Il a construit le tunnel que j'ai utilisé pour entrer. C'était un génie. C'est dommage que j'ai dû le tuer. Mais il ne voulait pas me donner les journaux. Toi, par contre, tu me les as apportés. »« Je ne t'ai rien apporté, » cracha Lyra. « Tu t'es apporté toi-même, » corrigea Victor. Il désigna la console. « Maintenant, sois une gentille fille et ouvre le coffre-fort principal. Je sais que Kieran y garde ses liquidités. Ouvre le coffre et je laisserai le bâtiment debout. Si tu fais sauter le bâtiment, tu meurs aussi, » dit Lyra. « J'ai le tunnel, » sourit narquoisement Victor. « Je serai parti avant que la poussière ne retombe. Mais Kieran, il est piégé dehors. Il regardera sa meute brûler. » Lyra regarda la console, puis elle regarda les écrans. Sur le flux externe, elle vit Kieran. Il était sous sa forme de loup, se jetant contre les portes blindées, sa fourrure emmêlée de sang après avoir combattu les gardes du périmètre. Il était désespéré. Il essayait de griffer à travers de l'acier massif pour l'atteindre. Elle regarda les jauges de pression hydraulique de la porte principale. « Le coffre-fort est sous temporisation », mentit Lyra. « Je ne peux pas l'ouvrir. »« Ne me mens pas !» gronda Victor, son sang-froid se fissurant. Il s'avança, ses yeux brillant de rouge. « Je sais ce que tu es. Tu es une calculatrice humaine. Ouvre-le, ou je tue le bêta. » Il pointa une arme sur Tobias. L'esprit de Lyra s'emballa. Elle regarda le schéma sur le bureau. La porte principale n'était pas juste une porte. C'était une plaque d'acier de 5 tonnes, actionnée par 4 pistons hydrauliques. Si elle relâchait les soupapes de pression sans désengager le verrou, les pistons exploseraient. Mais l'explosion ferait aussi sauter la porte blindée de ses gonds. C'était un pari énorme. « D'accord, » dit doucement Lyra. « Je vais le faire. » Elle se dirigea vers la console. Victor la regardait comme un faucon, gardant son arme pointée sur Tobias. Lyra tapa une commande, pas le code du coffre-fort, le code de dérogation de maintenance pour l'hydraulique de la porte. Avertissement. Pression système critique. L'écran clignota en texte rouge que seule elle pouvait voir. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Victor en se rapprochant. « C'est trop de frappes. »« Cryptage !» marmonna Lyra. Elle regarda la lecture de la pression. 4000 psy. « Maintenant !» cria Lyra en se jetant au sol. Elle appuya sur entrée. Le son ne fut pas une explosion. Ce fut un cri de métal. Les conduites hydrauliques dans les murs du couloir extérieur se rompirent, mais la force principale fut dirigée vers la porte. Les pistons tirèrent, mais le verrou tint pendant une milliseconde avant que l'énergie cinétique pure ne cisaille les boulons. Boum! La porte blindée ne s'ouvrit pas. Elle fut projetée vers l'intérieur, dévalant le couloir comme une feuille dans un ouragan. L'onde de choc renversa Victor. Les écrans en verre de la salle de contrôle se brisèrent, faisant pleuvoir des éclats partout. Lyra se couvrit la tête, le sol tremblant sous elle. Le silence suivit pendant un battement de cœur.
Puis un rugissement secoua les fondations du pic de fer. C'était un rugissement de pure dominance absolue. À travers la fumée et l'embrasure de la porte en ruine, une forme noire massive émergea. Kiran. Il ne ressemblait pas à un roi, il ressemblait à un dieu de la guerre. Ses yeux brûlaient d'un feu doré. Il vit Victor essayer de se relever en se dépêchant. Kiran ne se retransforma pas en humain. Il ne perdit pas de temps avec les mots. Il se lança à travers la pièce. Victor essaya de lever son arme, mais il était trop lent. Les mâchoires de Kiran se refermèrent sur l'avant-bras de Victor, broyant l'os. Victor hurla, un son qui fut coupé court, alors que Kiran le projetait contre les baies de serveur. Des étincelles jaillirent, alors que l'électronique court-circuitait. C'était brutal, c'était rapide, c'était la loi de la nature. Victor tomba, immobile. Kiran se tenait au-dessus du corps, sa poitrine se soulevant. Il tourna sa tête massive, scrutant la pièce frénétiquement. Kiran. Lyra rampa dessous le bureau. Elle était couverte de poussière et de verre, mais elle était entière. Le loup géant gémit. Il trottina jusqu'à elle, lui frottant le visage, léchant la suie de sa joue. Il s'effondra sur le sol, reprenant sa forme humaine. Il était nu, saignant d'une douzaine de coupures, mais il la prit dans ses bras, comme si elle était la seule chose qui le rattachait à la terre. « J'ai cru que je t'avais perdu », rapa-t-il en enfouissant son visage dans ses cheveux. « Je n'arrivais pas à entrer par les portes. Je les ai ouvertes », murmura Lyra en le serrant fort contre elle. « J'ai cassé la porte. » Kiran se recula, regardant la salle de contrôle en ruine, l'hydraulique brisée et l'alpha ennemi mort. Il laissa échapper un rire haletant et incrédule. « Tu n'as pas cassé la porte, Lyra, » dit-il en lui embrassant le front. « Tu l'as fait sauter, bon sang. » Tobias gémit depuis le coin, se relevant et époussetant son gilet. « Rappelez-moi, » marmonna le bêta, « de ne jamais la mettre en colère. » 6 mois plus tard, la neige avait fondu, laissant place à un printemps luxuriant et vibrant. Le territoire du Nord était vert et vivant. Dans la vallée où Lyra avait autrefois tenté de construire un abri avec des bâtons pourris, une nouvelle structure se dressait. C'était un chef-d'œuvre. Ce n'était pas une forteresse de béton et d'acier, mais une cabane de cèdre chaud et de pierre, se fondant parfaitement dans le paysage. Elle avait de grandes fenêtres en verre qui captaient le soleil du matin et une large véranda qui sentait la pluie fraîche. Lyra se tenait sur la véranda, ponçant la rampe. Elle portait une simple chemise de flanelle et un jean, l'air saine et forte. Les cicatrices sur ses mains s'étaient estompées, bien qu'elles ne disparaîtraient jamais complètement. C'étaient maintenant des insignes d'honneur. « Tu travailles trop dur », dit une voix profonde depuis l'embrasure de la porte. Kiran sortit, tenant 2 tasses de café. Il avait l'air détendu. La tension qui habitait autrefois ses épaules avait disparu. La guerre avec Silver Creek avait pris fin au moment de la mort de Victor. Les membres restants de la meute avaient soit fui, soit se sont rendus, absorbés par l'ombre d'obsidienne sous le règne équitable de Kiran. « Je termine juste les finitions », sourit Lyra en acceptant le café. Kiran passa son bras autour de sa taille, l'attirant contre sa poitrine. Il posa son menton sur son épaule, regardant la vallée. « Le conseil a envoyé le contrat aujourd'hui », dit Kiran. « Ils veulent t'engager pour redessiner les défenses de la citadelle. »« J'ai vu », dit Lyra en se penchant contre lui. « Je n'ai pas encore décidé si je vais l'accepter. »« Pourquoi pas ? Ça paie une fortune. »« Je suis occupée », dit Lyra en se tournant dans ses bras pour lui faire face. Elle prit sa main et la posa sur son ventre. Kiran se figea. Ses yeux dorés s'écarquillèrent. Il regarda son ventre, puis son visage. « Lyra », murmura-t-il, sa voix tremblant d'une autre sorte d'intensité. « Est-ce que tu... Je crois que nous allons avoir besoin d'une extension pour la nurserie », sourit-elle. « Et j'ai quelques idées précises sur le renforcement structurel du berceau. » Kiran ne parla pas. Il la souleva simplement, la faisant tourner alors que son rire résonnait dans la vallée. Un son de pure joie sans fardeau. La renégade qui avait construit une maison avec des branches cassées avait disparu. À sa place, se tenait la reine du pic de fer, l'architecte de la meute d'obsidienne et le cœur du roi Alpha. Elle avait construit une vie qui ne s'effondrerait jamais. Cette histoire nous rappelle que la vraie force ne réside pas seulement dans les muscles ou les griffes. Elle réside dans la résilience de l'esprit et du cœur. Lyra a commencé avec rien d'autre que des branches cassées. Pourtant, grâce à son intelligence et à sa détermination, elle s'est non seulement sauvée, mais est devenue la pierre angulaire de la meute la plus puissante du Nord. Cela prouve que même lorsque le monde vous considère comme un rejet, vous avez le pouvoir de construire votre propre destin, parfois littéralement. Si cette histoire vous a tenu en haleine, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime »
et vous abonner à la chaîne. Je publie chaque semaine de nouvelles romances de loups-garous et des histoires dramatiques. Qu'avez-vous pensé de la vivacité d'esprit de Lyra dans la salle de contrôle? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine histoire.